Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'hypothyroïdie. C'est un trouble beaucoup plus commun qu'on ne le pense. En France, on estime qu'environ 20% de la population est atteinte d'un trouble de la thyroïde, dont essentiellement des femmes. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne la thyroïde, mais aussi les causes qui la font ralentir, les signes que vous pouvez voir et enfin les solutions qu'on peut y apporter. Pour commencer et pour bien comprendre, on va voir rapidement comment fonctionne la thyroïde. Déjà, il faut bien comprendre que la thyroïde fait partie de notre système endocrinien, donc elle ne peut pas fonctionner toute seule. Toutes ces glandes endocrines sont interdépendantes les unes des autres. On a l'épiphyse, l'hypophyse et l'hypothalamus qui se trouvent dans le cerveau. Juste en dessous, à la base du cou, se trouve notre thyroïde. Puis dans l'ordre, le thymus, le pancréas, les glandes surrénales, sur lesquelles nous allons revenir, les ovaires et les testicules. Mais allons un peu plus en détail. Notre petite thyroïde, ici au milieu, est dépendante de la sécrétion de TSH par l'hypophyse qui se trouve dans le cerveau. Une fois que cette TSH a été produite, la thyroïde le prend en compte et elle va synthétiser de la T4, qui est une hormone thyroïdienne, c'est la forme de réserve. Elle n'est pas encore active dans cet état-là. Cette T4 va naviguer tranquillement jusqu'à notre foie, qui lui va la transformer en T3, la forme active et utile de notre organisme. Une fois libre dans le corps, il y a un rétrocontrôle, c'est-à-dire que l'information retourne jusqu'au cerveau pour savoir s'il y a assez de ces hormones thyroïdiennes dans l'organisme. Si c'est le cas, il n'y a pas de stimulation de la TSH, alors que si ce n'est pas le cas, l'hypophyse restimule la thyroïde. Quelles sont les causes principales du ralentissement thyroïdien? La première d'entre elles, c'est la diminution des hormones thyroïdiennes. Il n'y en a plus assez. Pourquoi? C'est souvent à cause des cofacteurs de la thyroïde, donc l'iode, la tyrosine et le zinc notamment. La deuxième cause, c'est la mauvaise conversion de la T4 en T3. Et ça, vous l'avez bien compris, c'est notre foie qui se charge de ça. Donc si lui est surchargé, si lui aussi n'a pas les cofacteurs nécessaires à sa bonne santé, c'est-à-dire le sélénium, le fer, entre autres, il va avoir beaucoup de mal à transformer cette fameuse T3. Le stress et l'inflammation aussi ont un impact très négatif sur cette conversion. Troisième chose, la T3, une fois qu'elle a été fabriquée, n'arrive pas à rentrer dans la cellule. Et ça peut être dû à une carence en vitamine A ou D. La vitamine D est d'ailleurs une vitamine très déficitaire dans la population. Je vous ai fait un petit contenu là-dessus, je vous le mets là. Et alors, ce qui empêche par-dessus tout la T3 d'entrer dans la cellule, c'est le stress. C'est le stress chronique par le biais des glandes surrénales. Le fait qu'à ce moment-là, elles vont produire beaucoup trop de cortisol empêche la T3 d'entrer dans les cellules. Ces deux glandes sont particulièrement liées entre elles, les glandes surrénales et la glande thyroïde. Si les glandes surrénales ne vont pas bien parce qu'elles sont exposées à une charge mentale, un stress chronique, elles vont tirer avec elles la thyroïde vers le bas. Cela provoque un ralentissement global du métabolisme et une fatigue très importante. Dans les causes, on trouve aussi la maladie de Hashimoto, qui est une maladie auto-immune de la thyroïde. C'est-à-dire que c'est nous, notre propre corps, qui attaquons notre thyroïde par le biais des anticorps antithyroïdiens. Si on la laisse progresser, elle finit par détruire la thyroïde. Il existe aussi une forme de thyroïdite particulière que l'on retrouve dans le postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. À ce moment-là, les femmes sortent d'une tempête hormonale, sont également épuisées, fatiguées, ce qui crée cette déstabilisation et ce ralentissement thyroïdien. Alors comment on vérifie si notre thyroïde est ralentie? En France, la mesure dont on se sert, c'est la mesure de la TSH. Vous comprenez bien avec ce qu'on a vu que ça ne reste qu'une mesure partielle, parce qu'il y a beaucoup d'autres causes qui peuvent empêcher nos hormones thyroïdiennes de fonctionner correctement. Pour vous donner une petite idée, la norme de la TSH selon les labos va se situer entre 0,4 et 5, ce qui est gigantesque. Aux États-Unis, par exemple, la norme s'arrête à 2, ce qui est moins de la moitié. Donc en France, si vous avez une TSH qui est comprise entre, 2,5, 3, 3,5, personne ne va vous dire qu'il y a un problème. Alors qu'en réalité, votre thyroïde a déjà ralenti. La norme santé est autour de 1, 1,5. Si votre TSH se situe entre les deux, vous vous approchez de quelque chose de plus raisonnable.
Malgré tout, il arrive qu'on ait une TSH dans les clous, mais que l'on ressente quand même les signes d'une thyroïde qui ralentit. Donc à ce moment-là, il faut se pencher sur les signes cliniques de l'hypothyroïdie qui sont très évocateurs. Le premier d'entre eux, c'est la frilosité. Quand notre thyroïde est flemmarde et ralentie, on a beaucoup plus froid. On a froid aux extrémités. On ressent aussi des fourmillements sur les mains et les pieds. On perd nos cheveux, une perte de cheveux importante et inexpliquée. Aussi de la constipation. Globalement, le transit de la thyroïde est ralenti, tout comme le métabolisme globalement. Ça veut dire que notre digestion est beaucoup plus lente, ce qui provoque potentiellement de la constipation, mais ce qui provoque aussi une difficulté à digérer au niveau de l'estomac. Notre thyroïde, elle est responsable de la production d'acide chlorhydrique par l'estomac. C'est un milieu qui a besoin d'être très acide pour pouvoir digérer correctement. S'il n'y a pas assez d'acide, quand on mange, ça crée comme une espèce de pierre qui reste là dans l'estomac et on a l'impression de digérer pendant des heures et des heures à un confort assez pénible. Donc on l'a bien compris, ça provoque également une fatigue très importante. Aussi un gonflement autour des yeux, particulièrement le matin quand on se réveille. On peut voir aussi disparaître avec le temps le tiers extérieur de ses sourcils. Globalement, de toute manière, la thyroïde va avoir un impact sur la pilosité. Avec le temps, les poils se raréfient, tout particulièrement sur les aisselles ou sur le maillot. Le symptôme le plus connu de l'hypothyroïdie, c'est bien sûr la prise de poids ou l'impossibilité à en perdre, alors que malgré tout, on a un mode de vie équilibré. J'ai évoqué que les cheveux tombaient, mais ils peuvent aussi être très secs, cassants, et c'est le cas aussi de nos ongles qui vont se strier et devenir beaucoup plus mous qu'avant. On peut aussi observer un impact sur nos règles, les règles deviennent irrégulières, la libido baisse en flèche, et enfin sur les analyses, on peut voir augmenter très légèrement notre taux de cholestérol. Sur Internet, vous trouvez des questionnaires qui recensent un petit peu tous ces symptômes-là et qui vous permettent d'avoir un score pour pouvoir évaluer si vous êtes dans l'hypothyroïdie ou pas du tout. Je sais qu'il y en a un sur le site BioInfo Santé, il me semble, qui est gratuit. Une fois qu'on en a le cœur net, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va faire attention à son assiette, c'est la base. Du coup, une assiette équilibrée, d'accord, mais une assiette riche en protéines. Pourquoi? Parce que grâce aux protéines, vous allez pouvoir tirer de la tyrosine qui est indispensable à votre fonctionnement thyroïdien. Tyrosine, donc on entend la racine dans le lévothyrox, qui est le médicament indiqué dans le cas des hypothyroïdies. Donc on mange des protéines, surtout le matin et le midi. Si dans votre alimentation, vous pouvez aller sur quelque chose qui est plutôt hypotoxique, comme on dit, c'est-à-dire plutôt brut, pas trop de produits industriels ou trop transformés. Si les produits peuvent être bio, en tout cas les fruits et légumes, c'est top parce que la thyroïde est très sensible aux toxiques environnementaux. Allez-y mollo sur le sucre parce que le sucre épuise les glandes surrénales. Ok, et donc elles vont tirer la thyroïde avec elles. Il y a aussi des aliments que l'on dit goitrogènes, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher la thyroïde de se servir de l'iode circulante. Parmi eux, vous allez retrouver tous les crucifères. Tous les choux sont goitrogènes. Le chou de Bruxelles, le chou frisé, le chou chinois, mais aussi le brocoli. Vous avez là-dedans aussi le rutabaga, le radis. En dehors de ces crucifères, vous avez aussi la patate douce, le manioc, le colza, le millet et les arachides qui vont avoir cet effet-là. Si ces aliments sont cuits, finalement, ils vont perdre leur effet goitrogène. La cuisson dégrade la myrosinase, qui est une enzyme. C'est la fameuse enzyme qui empêche la thyroïde de se servir de l'iode. Donc si vous cuisez ces aliments, il n'y a plus aucun problème. Un organe qu'il faut chouchouter si on veut que sa thyroïde aille bien, c'est son foie, évidemment, puisque c'est lui qui convertit la T4 en T3. Donc on évite de le surcharger. Vous connaissez ce qui surcharge le foie, l'alcool, le tabac, les toxiques environnementaux, les médicaments. Mais aussi le stress, on l'a dit tout à l'heure. Si vous sentez que votre foie rame un petit peu, vous pouvez aller sur une détox. Dans la médecine chinoise, ils conseillent de faire des détox saisonnières à chaque début de changement de saison. Si vous partez là-dessus, faites attention néanmoins parce que souvent, dans les produits de détox, ce sont des légumes racines ou des crucifères. Donc, si vous prenez du radis noir par exemple pour détoxifier votre foie, ça va faire ralentir votre thyroïde. Bien sûr, et avant toute chose, il faut faire un bilan des cofacteurs.
c'est-à-dire toutes les vitamines et minéraux que l'on a cités jusque-là. Donc l'iode, le zinc, le sélénium, le fer, tout ce qui est indispensable au fonctionnement normal de notre thyroïde, de notre foie et de nos glandes surrénales. Certaines de ces analyses sont remboursées, d'autres pas. Le budget ne sera de toute manière pas incroyablement élevé. Je pense qu'une vitamine qui n'est pas remboursée va coûter une dizaine d'euros à tester. Une fois que vous avez cette information, et s'il manque des choses, il faut vous complémenter pendant un temps donné. Si vous avez un doute sur la manière de le faire, je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel de santé. La santé de l'intestin est aussi indispensable. Je ne l'ai pas évoqué avant, mais ça devrait même faire partie de mon petit schéma du départ. L'intestin, s'il est devenu poreux, un intestin, normalement, il est fait de jonctions serrées comme ça entre elles, et il n'est pas censé laisser passer des toxiques ou des molécules alimentaires dans l'organisme. Il arrive qu'il devienne poreux, on appelle ça en anglais le leaky gut syndrome ou en français l'intestin hyperperméable. C'est en fait que les jonctions se desserrent, ce qui laisse des petits espaces pour laisser passer des molécules qui ne devraient pas être dans votre corps. Ça provoque beaucoup de choses, de l'inflammation, des maladies auto-immunes, mais aussi une surcharge hépatique que l'on veut éviter ici. Comment savoir que son intestin est devenu hyperperméable? C'est si on a des troubles digestifs, tout particulièrement une alternance diarrhée-constipation. Dans les tests biologiques, vous pouvez aussi aller chercher. Il y a un test qui se fait qui s'appelle le LPS, qui est un test sanguin. Ce sont les lipopolysaccharides. Finalement, si on en retrouve dans le sang, c'est que votre intestin est perméable. On l'a évoqué, mais la gestion du stress n'est pas une option, vous l'avez bien compris. Si vous avez un profil comme ça, anxieux ou stressé, avec beaucoup de choses dans la tête en permanence, une tendance à la rumination, il faut essayer de vous en occuper parce que votre corps en souffre. Dans ce cas, vous pouvez vous tourner vers les techniques les plus simples et que j'adore, la cohérence cardiaque, la méditation guidée, la sophrologie, la respiration, la baisse globale de votre charge mentale. J'ai fait un petit contenu là-dessus avec quelques tips pour essayer de la baisser. Dernier point, c'est la diminution des toxiques environnementaux. On en a beaucoup autour de nous, donc dans l'alimentation, on l'a évoqué, privilégier plutôt ce qui est bio ou en tout cas dont on connaît la provenance. Faire attention aussi à nos cosmétiques, mais aussi à nos produits ménagers, au plastique qu'on utilise. J'ai prévu dans les prochaines semaines un contenu détaillé là-dessus, donc pensez à vous abonner pour ne pas le rater. Voilà pour aujourd'hui, les troubles de la thyroïde sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense, donc si vous avez des signes évocateurs, malgré le fait qu'on vous dise que tout va bien, cherchez peut-être un peu plus avant et vous trouverez peut-être des solutions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Le lien est dans la description. Comme toujours, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. À la semaine prochaine.